Merci Franck. Donc c'est en tant que président de la section Paris-Versailles de la Compagnie nationale des experts comptables de justice que je vais vous présenter brièvement le thème de l'objectivité en matière d'expertise comptable et d'évaluation d'entreprise, mais avec un focus sur l'expertise comptable et financière de justice en France, c'est-à-dire le cadre dans lequel nous nous situons. On va mettre le premier slide. Je voudrais dire en guise d'introduction que le terme objectivité qui est employé pour cette conférence n'est pas nécessairement facile à traduire, mais vous donner le sens qu'on peut lui donner en France. Je me suis référé de ce point de vue-là l'excellent ouvrage qui est le vocabulaire juridique de l'association Capitan, qui est publié sous la direction de Gérard Cornu et qui, pour nous, Français, fait tout à fait autorité en termes de définition des termes. Qu'est-ce que l'objectivité, au regard de cette conférence? Ce serait la représentation exacte de la réalité matérielle ou de la réalité juridique et l'aptitude à en rendre fidèlement compte dans le discernement et la probité, sans préjugés, sans partialité, ni arbitraire. Dans l'examen des faits, ce serait cette aptitude à mettre en évidence l'ensemble des données d'une situation. Dans l'interprétation du droit, ce qui n'est pas le rôle de l'expert, mais du juge, ce serait le respect de la règle, la fidélité à son esprit et l'attention à sa juste application. Et c'est avec cela en tête que l'expert de justice français doit se positionner. Nous allons voir, je le crois, que le cadre institutionnel français de l'expertise et de l'expert de justice participe pleinement à la volonté de favoriser cette aptitude, pour ne pas dire cette attitude, au regard de l'objectivité. Je rappelle pour nos amis étrangers que l'Organisation française du droit est orientée autour de deux grandes juridictions, les juridictions civiles et les juridictions administratives. Nous nous concentrons aujourd'hui sur l'expertise civile et commerciale. Nous n'évoquerons pas l'expertise en matière administrative, même si elle est cousine assez proche. Et puis, nous n'évoquerons pas non plus les spécificités de l'expertise en matière pénale. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un cadre extrêmement précis qui est celui du Code de procédure civile. Et c'est par rapport à ce code et à ces dispositions que l'expert doit se positionner. De ce point de vue-là, l'article 232 du Code de procédure civile nous précise bien que le juge peut commettre en France toute personne de son choix pour l'éclairer. Ce terme « éclairer » est tout à fait essentiel dans la mission de l'expert. Il peut l'éclairer de trois façons: par des constatations, par une consultation ou par une expertise. L'article 263 du Code de procédure civile nous dit que l'expertise, sur le troisième de ce mode d'éclairage, n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Dans la pratique, en fait, on a peu de constatations et trop peu également de consultations. Donc nous n'évoquons ce matin, j'allais dire ce matin, on est déjà maintenant l'après-midi, nous n'évoquerons que la partie expertise. En fait, en France, et je m'adresse bien sûr principalement à nos amis étrangers, il faut avoir conscience que l'expert, le technicien expert, est avant tout l'expert du juge. Alors, regardons le cadre légal de l'expertise de justice. Selon les dispositions du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer
par des constatations, consultations ou par une expertise, sur une question de fait, on est dans le domaine du fait et pas dans le domaine du droit, qui requiert les lumières d'un technicien. Toute personne de son choix, toutefois, selon la loi du 29 juin 1971, les juges peuvent désigner pour réaliser une expertise une personne figurant sur une des listes établies en application de cette loi. Ils peuvent effectivement, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix, auquel cas ils vont lui demander de prêter serment. Mais dans la pratique, le juge français va, lorsqu'il a besoin d'un expert, le prendre sur une liste d'experts. Cette liste, elle est établie pour l'information des juges. Elle est établie pour leur permettre de choisir un expert. Il existe 2 listes en France. Une liste nationale des experts judiciaires qui est dressée par le bureau de la Cour de cassation et une liste des experts judiciaires qui est dressée par chaque cour d'appel. En fait, il n'y a pas d'expert à la Cour de cassation qui ne soit pas par ailleurs expert devant une cour d'appel. Alors, qualité pour être inscrit sur une liste. L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la Cour d'appel est faite dans une rubrique particulière, on y reviendra, à titre probatoire pour une durée de 3 ans. À l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être inscrit pour une durée de 5 années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. À cette fin, sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise, notamment au regard des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien. Ces listes, donc consultables auprès du ressort des cours d'appel, organisent le classement, j'allais dire, des experts selon une nomenclature technique. Il y a 8 grandes rubriques. C'est aussi bien l'agriculture et l'agroalimentaire, les arts, la culture. C'est assez macroéconomique, le bâtiment, les travaux publics. Et pour ce qui nous intéresse, les experts qui interviennent en matière d'expertise comptable et d'évaluation d'entreprise sont essentiellement issus de la rubrique économie et finances. Et à l'intérieur de cette rubrique, il y a en fait un ensemble de spécialités qui peuvent être listées. Mais au-delà de ça, effectivement, l'essentiel du cadre dans lequel se meut l'expert, c'est le Code de procédure civile, avec un chapitre qui est complètement concerné, qui s'intitule « Mesures exécutées par un technicien ». Le Code de procédure civile rappelle que le technicien commis, donc on ne parle plus d'expert, on parle de technicien, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité, d'où ce point particulier objectivité, et impartialité, et il rappelle qu'il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. J'ajouterais que le juge ne peut pas en France donner aux techniciens mission de concilier les parties. Et enfin, et c'est probablement le plus important, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Les dispositions du Code de procédure civile concernant l'expertise de justice sont organisées avec ce qui concerne la décision qui ordonne l'expertise. Et là-dedans, ce qui me paraît important, c'est que la décision qui ordonne l'expertise nomme l'expert, bien évidemment, mais énonce les chefs de la mission de l'expert. Je rebondis sur ce qu'il disait Kay tout à l'heure. Les chefs de la mission de l'expert, c'est le terme « instructions » dont on parlait avec Kay tout à l'heure. Après ça, le Code précise quelles sont les modalités de déroulement des opérations d'expertise, tout ce qui concerne la remise des documents, etc. Le fait que l'expert peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'un autre technicien, auquel cas ce n'est pas un expert qui est à côté de lui, mais ce qu'on appelle un sapiteur, et ça ne peut être que dans une spécialité distincte de la sienne. Enfin,
concernant l'avis de l'expert, le Code nous dit que si l'avis n'exige pas de développement écrit, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans le domaine de l'expertise comptable et financière en termes d'évaluation d'entreprise. Donc dans les autres cas, le cas le plus général, c'est que l'expert doit déposer un rapport. Donc vous voyez que c'est vraiment structuré par quelques articles du Code de procédure civile et on pourrait penser que c'est nécessairement assez général et ne s'applique pas spécifiquement aux problèmes notamment de l'évaluation des entreprises ou d'une façon générale aux problèmes économiques. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une démarche qui est entreprise par les professionnels en relation avec les magistrats, en relation avec les avocats, en relation avec les universitaires. Et un des meilleurs exemples que je vous invite à partager, c'est ce qu'on appelle les fiches méthodologiques de la Cour d'appel de Paris. C'est-à-dire, à l'initiative de la première présidente de la Cour d'appel de Paris en 2017, un groupe de travail s'est constitué pour établir en fait des exemples extrêmement pratiques, une démarche qui serait employée par l'expert de justice avec une vocation pédagogique pour mieux préciser quelle doit être la démarche, quel doit être le raisonnement, quel est le fil conducteur de l'expert de justice commis sur des problématiques de préjudice économique, par exemple. Et vous avez 20 fiches techniques qui viennent aider en quelque sorte l'expert à accomplir au mieux sa mission. Bien évidemment, il est toujours en liberté de jugement, mais il peut se référer à une méthodologie auquel les avocats sont extrêmement sensibles parce que, effectivement, ils vont pouvoir apprécier la qualité d'un rapport d'expert au regard du travail qui a été fourni. Parmi ces fiches, en figure une série qui concerne la place de l'expertise et qui prévoit notamment l'expertise privée en matière d'évaluation des préjudices économiques parce que, effectivement, devant les tribunaux, l'expert de justice lui-même est confronté à des avis produits par ce qu'on appelle des experts de partie. D'où l'importance que nous avons en France d'avoir des institutions professionnelles. Nous avons des compagnies d'experts de justice et nous avons notamment un Conseil national des compagnies d'experts de justice. C'est important parce que les experts ne constituent pas un corps professionnel, ils ne constituent pas une société, ils ne constituent pas un corps de métier, mais il est nécessaire, quelle que soit leur spécialité, qu'ils aient des éléments communs. Et de ce point de vue-là, le rôle du Conseil national des compagnies d'experts de justice, c'est en liaison avec les compagnies spécialisées, telles que notre compagnie nationale des conseils d'experts de justice, experts comptables de justice, c'est effectivement d'apporter son concours à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ou d'apporter son concours à des initiatives telles que les fiches que je vous ai citées. Et puis, chose très importante, promouvoir les valeurs morales et éthiques dans le respect des règles de déontologie applicables aux experts. De ce point de vue-là, je voudrais préciser que l'expert de justice en France peut être expert de partie, bien évidemment sur d'autres dossiers. Et d'ailleurs, généralement, quand il est nommé expert de justice, les parties vont venir chacun avec, alors je ne vais pas les appeler expert witness, mais c'est l'équivalent, c'est l'expert de partie. Souvent, ce n'est pas facile pour l'expert de justice de travailler avec les experts de partie si ceux-là n'ont pas suffisamment de connaissance du process qui conduit l'expert de justice à intervenir pour rendre compte de sa mission et faire sa mission devant le juge. C'est quand même plus facile, de notre point de vue, et plus évident lorsque cet expert de partie est lui-même expert de justice, car en fait, il comprend et il connaît le dispositif au sein duquel il se meut. Et de ce point de vue-là, le Conseil national des compagnies d'experts de justice a établi un code de déontologie, des règles de déontologie, qui comprennent un chapitre qui s'intitule « Consultation privée
d'experts inscrits sur les listes et qui prévoit que l'expert inscrit intervenant comme consultant privé doit faire en sorte qu'aucune ambiguïté n'existe sur le fait que son avis ne constitue pas une expertise de justice. Et surtout, il doit, de façon générale, et ça paraît essentiel, avoir la même relation avec la vérité que s'il était nommé par une juridiction. Il ne peut mentir, fût-ce par omission, il ne peut faire le tri entre les pièces dont il a eu connaissance, et il doit établir et communiquer un bordereau complet des pièces qui supportent son avis. Je n'ajouterai rien sur la partie des instances professionnelles, si ce n'est qu'effectivement la Compagnie nationale des experts comptables de justice, qui effectivement date de 1913, ce qui n'est pas l'âge de son président actuel, Olivier Perronnet, fait un travail tout à fait important qui s'illustre, je vais prendre deux exemples, au-delà de la formation, à travers un congrès national qui se tient chaque année et qui réunit les 1000 experts comptables de justice inscrits auprès de nos cours d'appel ou auprès de la Cour de cassation. Et puis surtout, un travail très important d'édition de brochures techniques, là encore en support technique des travaux de l'expert. Je voudrais terminer par les pièges de l'expertise. Je crois qu'il y a 3 niveaux auxquels on a des pièges dans l'expertise. Premier niveau, acceptation de la mission. Premier piège, ne pas avoir bien compris le sujet dont il ressort. Bien souvent, si l'expert n'a pas pu échanger suffisamment avec le juge, il peut être conduit à accepter une mission sur laquelle, finalement, il va se révéler qu'il n'a pas suffisamment de compétences par rapport à la mission qui lui est confiée. Ce n'est pas si évident que ça, au départ, de bien savoir, effectivement, de quelles compétences techniques on va complètement faire appel. Deuxième piège, la disponibilité. Très souvent, on demande effectivement, et c'est le juge qui définit le délai pour la réalisation de la mission, mais il faut s'assurer effectivement que l'expert qui doit intervenir lui-même ait une disponibilité suffisante. Et puis, surtout, et ça c'est un thème qui est très sensible aujourd'hui au regard des magistrats, c'est bien s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts, mais jusqu'au bout, c'est-à-dire même en apparence. C'est quelque chose qui est fondamental pour l'expert du juge, c'est de donner toute information qui permet de tuer l'idée qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Sur le déroulement de la mission, je dirais que le piège, c'est souvent une mauvaise maîtrise des principes directeurs du procès ou une insuffisante capacité à maîtriser les vagues qu'il peut y avoir sur ce thème-là dans les discussions avec les parties et surtout avec leurs avocats. Enfin, dernier piège, ou en tout cas point d'attention, ce que j'ai appelé l'expertise au risque de la technologie. Il est frappant, et c'est ça dans tous les secteurs, c'est que la technologie permet aujourd'hui d'envoyer énormément d'informations auprès de l'expert de justice. Il est noyé sous tout un tas de documents, d'informations. Il est obligé de les examiner toutes. Et c'est vrai que quand la technologie était moins évidente, on recevait moins d'informations. Mais toute information qui est reçue, il faut l'avoir quelque part examinée. Deuxièmement, on a de plus en plus, et ce sera encore plus vrai dans le futur, un problème de data analysis, c'est-à-dire que les informations qu'on reçoit, ce n'est pas que des informations littéraires, ça peut être des suites de tableaux, des suites statistiques, etc. Est-ce que l'expert est en mesure de les analyser, d'avoir la connaissance et les outils pour les analyser? Et quand bien même, et notamment au regard des évaluations d'entreprise, c'était évoqué tout à l'heure, l'utilisation par exemple de tableaux Excel. Si on vous envoie effectivement des tableaux Excel avec des cellules, bien très souvent, vous allez en quelque sorte devoir de vérifier que les cellules étaient correctement utilisées. Donc il y a un petit problème technologique qui se trouve là. En tout cas, en conclusion, je dirais qu'il soit expert de justice, c'est-à-dire expert
désigné par le juge ou expert désigné par les parties, dans le cadre actuel français, on peut dire que l'expert de justice a beaucoup d'aide et beaucoup de capital technique juridique pour faciliter son aptitude à l'objectivité, ce qui demeure essentiel, bien évidemment pour le juge, mais aussi pour les parties. Je vous remercie.